Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous, très content de vous retrouver une fois de plus dans ce Génération Champion dans lequel il va être question durant 52 minutes de freeride, entendez par là, et bien de ski hors piste. Avec nous, et bien plusieurs invités. On vous rappelle la formule de ce Génération Champion. En principe, un invité sportif champion actuel ou ancien, avec à ses côtés un jeune talent ou une jeune sportive prometteuse. Aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir tout simplement 3 champions hors normes, 2 champions et une championne. On va tout de suite commencer par la championne, Géraldine Fasnard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît bien sur cette antenne, on s'en plaint pas. Vous êtes venu régulièrement pour nous faire part de vos exploits. On se rappelle notamment de quelques frissons avec l'Extrême de Verbier que vous avez gagné du reste 3 fois. On va y revenir certainement dans cette émission. À vos côtés, un garçon que l'on apprécie aussi et qu'on a l'habitude d'avoir sur cette antenne, c'est Aurélien Ducrot. Aurélien, bonjour. Vous êtes skieur, à noter que vous êtes une snowboardeuse. On aura l'occasion aussi de faire un petit peu toutes ces différences dans un instant. Vous êtes 3 fois champion du monde. J'avais oublié du reste une fois un de vos titres. 2 fois vice-champion du monde également. Ça n'est pas rien. Et puis 2 fois vainqueur de l'Extrême de Verbier, qui est dans quelques jours du reste. Et on va y revenir aussi en fin d'émission. Et puis à vos heures 2 fois champion du monde et 3 fois vainqueur. Ah, c'est le contraire. C'est le contraire. Voilà. Moi, j'ai noté parce que c'est exactement le contraire. Merci Aurélien. Et puis à vos heures perdues, navigateur. On se rappelle aussi, vous étiez venu nous faire part de votre départ à la Mini Transat. Et puis là maintenant, c'est un projet dans le futur de Vendée Globe. Ouais. Je ne garantis pas qu'on aura l'occasion forcément de parler du Vendée Globe dans l'émission. On a beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, un vrai sportif. Et puis à vos côtés, quelqu'un qu'on connaît également extrêmement bien sur cette antenne. Beaucoup de plaisir toujours à voir Dominique Perret. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes skieur et vous, tout simplement, eh bien, vous avez été élu meilleur freerider du siècle. C'était en l'an 2000 avec à votre actif plus de 25 films, hein, pas de titre de champion du monde. On aura peut-être aussi l'occasion d'en reparler dans un instant. Et puis en face de vous, la jeune prodige, jeune espoir, Estelle Ballet. Beaucoup de plaisir de vous recevoir. Bonjour Estelle. Estelle, tu as 18 ans, de Vercorin. Là aussi, j'ai dû changer parce que j'avais mis Verbier, donc tout commençait assez mal. Je vais me faire taper sur les doigts. Ouais, tu vas te faire taper sur les doigts, exactement. Première saison de freeride hein, cette année qui commence plutôt bien. Ça a été les qualifications du freeride World Tour avec 2 victoires, une à Chandelin et une à Nanda, et qui t'a valu, on en reparlera dans un instant avec la personne à côté de toi, Nicolas Holwood, une petite wildcard, une petite carte d'invitation pour cette Extrême de Verbier que tout le monde évidemment attend avec beaucoup d'impatience. Nicolas, on va faire une présentation correcte. Vous êtes l'initiateur quant à vous et le grand patron, le grand Manitou, on peut le dire, de ce freeride World Tour. C'est une grosse bassin, comme on dit, hein, c'est un gros événement et qui marche bien. En plus, là aussi, on aura l'occasion d'en parler peut-être un tout petit peu plus tard. On va revenir d'abord avec vous 3, les 3 champions, on va vous appeler comme ça, dans cette émission. Rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à voir dans ces 52 minutes. Un souvenir comme ça, un souvenir de freeride, un moment très fort, Géraldine, lequel? Mon premier coup de téléphone avec Nicolas Holwood, ma première invitation à l'Extrême de Verbier. J'y croyais pas. Il a fallu que je me pince pour que je sache si c'était la réalité. Et puis, c'était en fin de l'année 2001 et pour participer en mars 2002. Et c'était ma première victoire. Donc, ouais, une année assez vraiment très très forte pour moi et qui reste très importante. Le coup de téléphone, c'est un peu le coup de la wildcard tout à l'heure. Voilà. Non, c'est presque le meilleur. Allez, pendant qu'on est dans les souvenirs, après on va revenir aux 2 garçons. Le meilleur souvenir pour l'instant de cette courte carrière, c'est lequel? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, carrément. Aurélien, le meilleur souvenir, c'est quoi? Bon, il y en a eu plein. Hein. J'ai eu plein de bons souvenirs. Il y a eu bien sûr les 2 titres à Verbier qui ont été superbes. Et pareil, là, j'ai une petite anecdote sur ma première invitation à Verbier. Les skieurs sont à Verbier depuis 2004. J'ai commencé le freeride en 2004 et j'avais jamais rencontré Nicolas auparavant, et il décide d'inviter les skieurs et de prendre, je crois que c'est au mois de janvier, et il dit je vais inviter les 3 premiers du tour en cours, plus d'autres noms. Et c'était ma première compétition de freeride au Canada en janvier 2004, et j'avais terminé 3e, donc j'étais à ce moment-là 3e du tour, et je me suis retrouvé directement à l'Extrême de Verbier grâce à ça. Sympa. Donc c'était
Alors moi, c'est pas du tout des souvenirs d'événements comme ça. Moi, c'est des souvenirs de sensations. Et pour moi, c'est plutôt des souvenirs d'enfance, de neige, de poudreuse, de forêt. Et c'est plus lié à ça. Alors bien sûr, il y a eu des voyages extraordinaires. Mais quand on me parle de souvenirs, c'est vraiment très loin. C'est cet amour du ski et de la montagne. Vous qui avez justement fait le tour du monde, c'est où le meilleur souvenir, c'est dans quel pays, c'est quelle neige, c'est il n'y en a pas, justement. J'arrive pas à mettre dans une boîte. C'est lié à des sensations. Ces sensations quand tout va bien, quand ça glisse, quand tu sais que c'est juste le bon moment, la bonne personne. Moi, mes souvenirs sont plus liés à des sensations qu'à des moments ou des endroits. Et c'est ces sensations que j'essaie de recréer dans plein d'endroits différents. Nicolas, dans toutes ces organisations, un bon souvenir aussi? Clairement, le premier extrême de Verbier. On partait avec plein d'inconnus. C'était il y a combien de temps aussi? C'était mars 96. Ah, déjà. Mars 96, et on partait avec... Vous aviez 2 ans, hein? Estelle, t'avais 2 ans. Parce qu'elle est en train de faire des comptes, comme ça, je vais faire à sa place. Bref, des conditions de neige assez moyennes durant tout l'hiver, et puis un petit coup de neige le jeudi avant le samedi, un petit coup du ciel qui nous a aidés là, et lors des finales, Gilles Voirol, Steve Classen, qui font des runs incroyables, avec Jérôme Ruby, qui nous ont ouvert les yeux. On pensait que c'était une bonne idée, et là on a senti que c'était très fort. Très bonne idée. Oui. Si on revient, on aime bien dans cette émission Génération Champion comparer un petit peu les manières finalement d'arriver, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs générations hein, sur ce plateau. Dominique, Estelle, ça saute un petit peu. Comment est-ce que, Géraldine, comment est-ce que tout a démarré pour vous? En fait, j'ai commencé à faire un peu des compétitions à Verbier, mais mon but premier, c'était pas faire de la compétition. Je faisais du snowboard. J'ai commencé le snowboard à l'âge de 8 ans. Et pour moi, clairement, autant le ski, je le faisais sur les pistes, autant le snowboard, pour moi, c'était pas fait pour rester sur les pistes, et c'était fait pour aller rider la poudre et dessiner des lignes sur des faces où on montait à pied. Et c'est vraiment une passion très forte qui m'a donné envie de découvrir la montagne. Et la première année de l'extrême de Verbier, quand j'ai vu ce qui était possible sur une montagne telle que le Bec des Rosses, c'était mon rêve de pouvoir un jour descendre cette montagne. Et forcément, en voyant les riders comme Steve Classen ou Gilles Voirol, je me suis dit, ou Jérôme, je me suis dit j'aimerais être un jour au sommet du Bec des Rosses avec les meilleurs riders du monde. Et ce jour-là est arrivé, j'avais 21 ans. Et c'était juste magique. Et puis après, j'avais pas forcément envie de faire une carrière là-dedans, mais mon but c'était... Vous étiez une bonne skieuse de piste, c'est ça qu'on a un petit peu envie de savoir quand même. Oui, j'ai commencé le ski à l'âge de 2 ans, et je faisais beaucoup de ski sur les pistes avec mes parents. Mais c'est vrai que le ski m'a jamais donné vraiment envie de faire du freeride. C'est vraiment le snowboard. Aurélien, vos débuts, vous, c'est un peu plus spécial parce que c'était quoi, du saut à ski, c'est ça? Ouais, j'ai eu une période saut à ski de 15 à 20 ans. Assez brillant, non? Ouais. France junior, ouais, ça 2 titres de champion de France. Mais j'en oublie chaque fois. Ouais, c'est j'en mets un, j'en oublie, vous avez vu. Il n'y a aucun problème. Faut me surveiller. Non, mais voilà, moi j'ai grandi un peu comme Géraldine en tant que skieur. J'ai fait du ski alpin jusqu'à l'âge de 14 ans, en compétition beaucoup. Et puis après moi j'ai grandi très tard, et donc à 14 ans je mesurais 1m22 et 33 kg, et le ski alpin ça commençait à devenir très compliqué, et par contre je m'envolais complètement en saut à ski. Donc le choix s'est fait naturellement en fait, et je faisais du saut à ski juste l'été en fait au départ, que j'avais commencé à l'âge de 10 ans. Et puis voilà, le fait que d'un coup le ski ça allait un peu moins bien, puis le saut comme je disais ça s'envolait. Et donc j'ai continué ça jusqu'à mes 20 ans à peu près, jusqu'en 2002. Et après il s'est passé deux choses. C'est je commençais à être un petit peu en manque de montagne. J'ai grandi dans une famille de guides avec qui j'ai passé beaucoup de temps en montagne avant. J'étais un peu privé de tout à la Fédé. Et puis aussi une expérience, on m'a proposé de tourner justement en snowboard pour un film qui s'appelait Snowboarder. C'est la première fois que j'ai rencontré Géraldine. C'est un truc complètement improbable parce que j'aurais jamais dû être là parce que j'étais pas snowboarder et j'étais encore en équipe de France de saut. Je me suis retrouvé pendant 1 mois et demi à Verbier à faire du freeride tous les jours pour tourner ce film. Et à la fin de ce film, j'ai dit bon, là c'est sûr, je vais retourner en montagne, je vais retourner et faire du freeride. Voilà. Bon, sauteur à ski, freerider, navigateur, ça va, pas mal. Pas mal. Ça tourne bien. Ça me va. Dominique, au début
Alors moi, les débuts, je suis né aussi dans le Jura, donc la Chaux-de-Fonds. Donc je skiais, ski club, etc. Les compétitions de gamins, en fait. Mais c'était pas ça. Pour moi, le ski, c'était vraiment déjà, en guillemets, le freeride. C'était la forêt, c'était de découvrir et tout ça. J'ai fait mes études, j'ai fait toujours un peu de compétition. Et puis après, c'était une rencontre à Chamonix. Parce que j'étais parti un peu pour skier les grandes lignes sur Chamonix. Et c'était une rencontre avec Didier Lafont, que pas mal de nous connaissent, qui est un très grand faiseur d'images. Je veux dire, c'est un caméraman extraordinaire. Et cette rencontre avec lui qui m'a dit, Dom, écoute, faut qu'on fasse des trucs ensemble, t'as des trucs à dire, t'as des trucs à montrer. Et puis on s'est trouvés. On a commencé comme ça, de partir sur la planète blanche, et puis d'aller de film en film, etc. et de continuer. Donc c'était vraiment pour moi cette rencontre qui a permis d'en vivre et de proposer à des partenaires, à des sponsors, des voyages, des films, etc. Et depuis ce moment-là, j'en ai fait ma vie de tous les jours. Estelle, quand on habite Vercorin, papa président de Téléverbier, le ski, c'est une évidence. On ne peut pas faire autrement. Ça a commencé comment? Quand? Toute petite? Ouais, j'ai aussi eu droit à ma période ski de compétition et combi-collante. Mais maintenant, ça fait 8 ans que j'ai commencé le snowboard. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de changer? Ah, j'avais pas envie au début. C'est ma cousine qui m'a forcée. Et je regrette pas d'avoir commencé, ouais. Non, après, le freeride, ça a commencé il y a 2 ans dès que j'ai participé aux premières freeride junior, dès qu'ils ont mis le concept en place. Puis c'est sûr que depuis toute petite, j'allais voir l'Extrême de Verbier. Pour moi, c'était les modèles. C'est la meilleure journée de la saison où j'ai toujours rêvé d'être au sommet. Et puis maintenant, avec une coach comme Géraldine, donc c'est important. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, Géraldine? L'expérience. Comment est la relation des deux? Non, c'est plus que ma coach, je pense quand même. Elle m'apporte. Dès qu'elle est là, je suis plus en confiance. Elle m'a fait gagner énormément de temps cette année. Je pense que si elle n'avait pas été là, je ne serais pas ce week-end à l'Extrême de Verbier. Et tout ce qui est technique aussi, on a pas mal bossé cet été. Et ça veut dire qu'elle est tout le temps là lorsque tu skis, ou il y a quand même des périodes où tu es seule? Comment ça se passe? Comment est la gestion de votre petit duo? Il faut essayer de faire le mieux possible pour qu'elle... j'ai pas non plus envie d'être indispensable. Donc on essaye de trouver le juste milieu, mais vu que ça fait le 2e hiver seulement qu'on est ensemble, et puis qu'on essaie de trouver ce qui lui correspond bien et ce qui peut lui permettre d'avancer. Et puis on fait justement des entraînements d'été aussi pour qu'elle soit prête pour attaquer l'hiver. Et je crois qu'il y a une vraie différence cette année par rapport à l'hiver dernier, parce que l'hiver dernier, elle avait vraiment de la peine à suivre. Non, mais t'avais de la peine elle avait de la peine à enchaîner plusieurs journées. Elle était, alors que là, maintenant, elle est vraiment au top de sa forme. Et puis ça se voit aussi, elle a vraiment beaucoup de plaisir à rider. Et puis après les compétitions, oui, j'essaye d'être là tout le temps. Puis des fois, moi, je suis pas là. Pas souvent. Nicolas, c'est 18 ans. Rappelez que l'âge minime est 18 ans, question de sécurité, forcément, de sagesse. De sagesse. Et d'expérience nécessaire. On a un tour junior qui commence à 14 ans jusqu'à 17 ans et demi. À partir de 18 ans, on peut passer dans des compétitions qualifier, qui est une sorte de Ligue B, pour arriver au World Tour et éventuellement à la plus haute marche du World Tour. C'est une pyramide du sport qui est nécessaire pour que les talents puissent entrer dans le système. On a cette année en Europe 3 compétitions juniors, en Amérique du Nord 5. L'année prochaine, il y en aura plus, voire beaucoup plus, parce qu'il y a 55 épreuves qualifier dans le monde, de la Nouvelle-Zélande au mois de septembre jusqu'à la Roumanie au mois d'avril, où il y a plus de 1500 athlètes qui se battent pour marquer des points. Donc Estelle a été très forte dès sa première saison, gagner ce tour qualifier qui va lui donner non seulement la wildcard de Verbier pour cette fin de semaine, mais elle pourra courir sur le World Tour l'année prochaine. Et c'est donc important d'avoir cette structure. Et une petite note par rapport au coaching, pour parler de la différence entre le freeride de 1996 au début de l'Extrême de Verbier et celui d'aujourd'hui. On sent chez les athlètes, qu'on peut appeler athlètes aujourd'hui, une préparation, une maturité, une approche beaucoup plus pro. Ils se préparent l'été avec un programme physique, un programme mental,
Et ensuite, ils doivent, de par la nature du sport, organiser leur hiver, des voyages, des présences à des compétitions. Donc, ça les rend indépendants d'une manière, mais d'un autre côté, on sent que l'appui d'un coach est fondamental. Et dernière petite note, je parlais avec un rider américain qui a été sur le tour et qui fait des films, qui est allé voir des épreuves juniors aux États-Unis, et il me disait il y en a 3/4 qui avaient des coachs. On parle donc d'enfants de 15, 16, 17 ans. Et il m'a dit là le niveau moyen est juste à couper le souffle. Donc il y a vraiment une progression très très forte. C'est en fait un sport, on est d'accord, où on peut soit évoluer en compétition, soit aussi sous forme de film, de photos, enfin, ou soit des deux, tout simplement. Vous avez réussi à faire les deux, Géraldine et Aurélien. Qu'est-ce que vous avez préféré? Qu'est-ce que vous avez privilégié? Alors moi, j'ai privilégié, en tout cas, ces 10 dernières années, la compétition, plus que le tournage. Maintenant, j'ai quand même passé pas mal de temps à tourner chaque année un minimum de choses, et que ce soit ici, mais partout ailleurs dans le monde. Et je continue à tourner. J'étais encore entre 2 étapes en Norvège cette année. Je repars en Norvège juste après l'Extrême de Verbier pour continuer à tourner. Mais c'est vrai qu'il y a ces 2 écoles. C'est de moins en moins vrai, entre guillemets. C'est un peu l'impression que j'ai, c'est que de plus en plus de personnes passent par la compétition. À l'époque, c'est vrai que c'est arrivé de l'image, et qu'on va plus vers la compétition aujourd'hui, parce que les choses se sont structurées et qu'il y a un vrai tour qui est hyper intéressant, et donc qui forcément attire de plus en plus de monde. Dominique, de ne pas avoir participé Au début, il n'y en avait pas. Au début, je vais revenir très longtemps dans les strates. Est-ce que c'est une question de philosophie ou qu'il n'y avait simplement pas? Il y a les deux choses. Il y a d'une part la philosophie des gens de ce qu'ils veulent faire, mais il y a aussi ce qu'il n'y avait pas. Là, je vais jouer mon rôle de dinosaure. Je veux dire, quand j'ai commencé le freeride, pour moi, c'était le ski. On skiait avec des skis de slalom. Et puis, il n'y avait pas le choix. Moi, je voulais continuer, non pas... C'est vrai qu'à un moment, le freeride était plutôt le snowboard, qui arrivait avec toute cette nouvelle énergie. Et moi, j'étais skieur. Je me suis dit, c'est pas du snowboard que je vais faire, c'est du freeride. Mais je veux le faire à ski. Et tu allais voir les marques des fabricants. Toc, 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 bonjour, écoutez, voilà, on va faire du freeride. Les mecs te regardaient et disaient, mais mon gars, mais maintenant, tu t'en vas. Et puis le ski, c'est de la compétition, et point final. Donc ça n'existait pas du tout, il n'y avait rien. À partir de là, moi, ça me convenait bien, parce que pour moi, c'est une autre philosophie. C'était pas d'être le meilleur ou de me battre ou d'avoir des points ou d'être jugé. Pour moi, c'était vraiment l'aventure, la découverte, le plaisir, les pentes. C'était ça qui m'intéressait. Donc ça me convenait très bien. Mais il n'y avait rien. Il y avait quelques courses après King of the Hill en Alaska, où c'était plutôt... je sais pas comment appeler ça, quoi. Tout le monde se mettait au sommet de la corniche, et puis UKID, on se lance en bas et on verra qui c'est qui arrive en une pièce. C'était un peu ça. Mais là, quand vous voyez maintenant l'Extrême de Verbier, j'allais dire les jeunes et tout ça, ça vous titille, vous vous dites tiens, j'aurais quand même bien voulu une fois peut-être. Non, ça m'intéresse pas, parce que dans le fond de moi-même, je suis pas du tout un compétiteur. Encore une fois, c'est pas d'être le meilleur, c'est de donner le meilleur de moi-même. J'aime pas être jugé. J'aime pas qu'on me mette des points. J'aime pas tout ça. J'ai toujours détesté ça. J'aime cette liberté. Et je veux pas vous demander maintenant ce que vous pensez de Dominique Perret, parce que ce que j'aime, c'est que on peut pas lui mettre des notes, hein, pas de points non plus. Ce que j'aime, c'est que c'est un sport qui permet tout. C'est un sport qui permet d'un côté d'avoir ça ou de l'autre. Et ça, je trouve ça très intéressant et très riche. Donc il n'y a pas de jugement de valeur. C'est pas c'est mieux ou c'est moins bien. La preuve, c'est que certains font les deux. Moi, ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai un grand respect, et comme le disait Nicolas, quand je vois aujourd'hui les jeunes qui sont venus dans cette filière, ce qu'ils font, je suis sur le cul, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est exceptionnel au niveau du niveau. Maintenant, c'est une autre philosophie. Après, c'est pas une comparaison de niveau, c'est est-ce qu'on aime la liberté pure, sans jugement, sans note, sans rien, ou est-ce qu'on a besoin d'un cadre et d'être jugé? C'est autre chose. Moi, c'est pas ma philosophie, mais j'ai absolument rien contre. Et si on parlait un petit peu école, études, on est assez dans... Oula, ça c'est le sujet qui fâche. Estelle, les études, on arrive à suivre une scolarité normale, surtout en hiver. On peut imaginer que peut-être que l'été, enfin bien que l'été, il se passe quoi pour une
freerideuse comme Non, ça, j'ai- en bah, plus de temps quand même? Oui, j'ai une structure sport-études, ça veut dire que je peux louper l'école pour mes compétitions, pour mes entraînements quand je veux, mais en dehors de ça, je dois rattraper quand même ce qu'ils font et j'ai le même programme que les gens normaux, donc ça va être sympa de revenir à l'école dans une semaine. Et ça se passe bien, l'école? Ouais, j'adore. Ouais, à moi. Les autres, comment ça se passait, l'école, le travail? Il y a eu une petite place pour C'était une pas- formation? C'était difficile, C'était pas compliqué? facile, ouais. Géraldine? Enfin, au début, en fait, j'ai dû faire un choix. Il y a un moment donné où j'ai dû faire un choix et puis quitter mon job, en fait. Finalement, j'ai pris la bonne décision. Mais j'ai fait un apprentissage de commerce à l'aéroport de Genève, donc ici, et puis je faisais des compètes à côté, donc c'était Bien pas vous toujours avoir croisé facile. du reste. Voilà. Maintenant que j'y pense. Et puis après, j'ai fait une licence de load control et je travaillais sur le tarmac, je préparais les départs des avions et c'est là où j'ai justement reçu ma première invitation. Puis je me suis dit, j'ai pas envie d'arriver à l'extrême de Verbier et puis d'être complètement ridicule sur cette montagne parce que c'est mon rêve depuis toujours. Et des horaires irréguliers, terminer à minuit, commencer à 5 heures du matin, plus m'entraîner, enfin c'était impossible. Donc j'ai donné ma démission, je suis partie et puis j'ai trouvé un petit job le soir à Verbier et aussi dans une agence de voyage à 50%. Et voilà, pour m'assurer au moins un minimum et pouvoir rider tous les jours pour être prête pour ma première compétition à l'extrême. Mais c'est vrai que je rejoins Dominique quelque part un tout petit peu dans sa manière de penser. C'est que moi, c'était vraiment mon but de pouvoir rider avec les meilleurs riders du monde, mais ce côté liberté, justement, je le retrouve dans les images et le fait d'aller rider des faces qui me font rêver, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe par rapport au fait que c'est vrai que souvent on recherche un peu la liberté et justement le fait qu'il n'y ait pas de compétition. Et c'est vrai que de mettre justement de la compétition là au milieu, c'est un peu paradoxal, mais en tout cas ça plaît, heureusement pour Nicolas. Aurélien, les études, l'école, c'était quelque chose qui vous parlait, ça? Oui, forcément, on est un petit peu obligé jusqu'à un certain âge de toute façon. C'était pas le truc qui m'attirait le plus, hein, clairement. Donc, moi, j'étais en équipe de France à ce moment-là, donc c'était un petit peu compliqué parce que pour le coup, ça partait tous les week-ends. Et en fait, après, jusqu'au niveau bac, je sais pas si c'est le même système en Suisse exactement, mais en gros, après, moi, j'ai décidé d'arrêter. En fait, j'ai un peu tout arrêté, tout en même temps, le saut, l'école, et j'ai dit maintenant, je vais faire du freeride. Et démerde-toi. C'était un petit peu ça. Donc un peu sur un coup de tête, un coup de tout arrêter et parti là-dedans. Et voilà. Mais en revenant un petit peu à ce qu'il disait sur le ressenti, comment on vit le freeride, je pense que c'est vraiment ce qui est génial dans le monde du freeride, c'est que chacun peut le vivre à sa manière, chacun peut le vivre avec son style de ski, avec ça. Moi, j'ai toujours fait de la compétition toute ma vie. La compétition me plaît parce que j'aime progresser et l'adversité pour la progression, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et donc je suis passé dans cette filière. Je prends énormément de plaisir, bien sûr, à voyager, à faire plein de voyages à travers le monde. Mais voilà, je pense que ce qui est top, c'est que voilà, chacun peut vivre le freeride à sa manière, à sa façon, et je pense que c'est ça la vraie liberté. Dominique, vous n'étiez pas trop note, alors ça on l'a compris, hein, pour ce qui est du freeride, mais un peu plus par contre pour ce qui est de l'école, parce que là il y a eu des études assez brillantes. Mais en fait, moi, tout ça. j'ai eu la chance d'avoir le ski, en fait. C'est toujours le ski qui a été mon fil conducteur. Puis depuis tout petit, je savais que je voulais faire du ski. Depuis tout petit, dans ma tête, c'était clairement, je serais un skieur. Je bricolais des boîtes de carandage pour faire des pièces de ski, etc. J'ai toujours fait ça. Donc je me suis dit, si je veux y arriver, t'es obligé d'avoir une formation. Parce que je voulais non seulement skier, mais amener aussi mes idées. Et ça m'a motivé à faire des études d'ingénieur en mécanique. Donc, mais grâce au ski, je pense, si j'avais pas eu le ski, je sais pas si j'aurais eu envie de faire ces études, quoi. Je les faisais vraiment pour comprendre comment on fait un ski, des chaussures, des fixations, comment ça fonctionne, pour un jour pouvoir développer dans ce domaine. Alors, mais là, vous continuez de bricoler à la maison ou alors, je suis plus à la maison, mais je bricole toujours. Mais... Maintenant, je travaille avec beaucoup de marques pour amener des innovations. Et ce qui était intéressant, c'est justement dans les années 90, quand le freeride n'existait pas, qu'il fallait développer et des skis, etc., etc. Cette formation m'a beaucoup aidé pour pouvoir aider aussi et faire avancer l'industrie. Parce que c'est une industrie qui est très, très conservative et qui va pas vite du tout. Donc, il faut vraiment pouvoir entrer à l'intérieur et les aider pour faire avancer les choses. Donc, ça c'est assez bien mélangé, oui. Mais je pense que sans le ski ou un sport, j'aurais pas eu la motivation à faire ces études. Parce que je savais vraiment ce que je voulais en faire. C'était pas me dire, bon, on verra bien.
Et en ce sens, un sport ou une passion, ouais, ça amène beaucoup d'énergie. Et vous êtes resté dans le ski tout le temps? Ah ben, je suis pas. Ouais, moi j'aime ça. J'aime ça. C'est un sport qui est tellement vaste, où il y a tellement de choses à faire. On voit ces 10-15 dernières années comme il a évolué en termes de matériel, etc. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et voilà, j'aime ce sport et j'y consacre ma vie avec grand plaisir et il me le rend très bien aussi. Donc ça va. Nicolas, comment est-ce qu'on devient comme ça organisateur ça a été aussi un petit coup de poker, pas évident non plus. Hein. Vous aviez quelle formation, quel type d'emploi avant? Vous étiez dans quoi? Moi, j'ai fait une licence de sciences éco à l'Uni de Fribourg, ce qui m'a permis de faire beaucoup de snowboard à une époque charnière, l'époque où le snowboard permettait d'aller plus vite qu'à ski hors piste. Donc là, on parle de la fin des années 80, début des années 90. C'est vieux, ça. Oui, ça, c'est très, très vieux. Mais je crois que le fil rouge qu'il y a entre nous, c'est cette passion qui a fait que sur mon carnet de notes, moi, je redessinais le domaine skiable de Verbier. Et ensuite, on a fait des images de snowboard pour des caméras vidéo et photo. Et c'est en faisant un film sur le Bec des Rosses que naturellement 200 personnes qui étaient là se sont arrêtées parce qu'ils ont vu qu'il y avait une longue focale au col des Gentianes. Et c'est là qu'on s'est dit, ah oui, on a quand même les conditions cadres à peu près idéales, une face exceptionnelle, un balcon naturel et une station pour montrer à la masse ce qu'est le freeride. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, ça restait encore très confidentiel. Et donc on s'est dit, invitons les meilleurs snowboarders au monde et faisons une grande fête, plus qu'une compétition à l'origine. Et on s'est posé la question, compétition ou grand rassemblement? Et en fait, on s'est vite rendu compte que sans classement, on a à peu près 4 fois moins d'attention des médias. Donc on est parti avec un système de classement qui petit à petit a donné naissance à une Coupe du Monde. On va en reparler dans un instant. Ne bougez pas, vous restez avec nous. On se retrouve juste après la pub. Génération Champion avec les 4 vallées, votre domaine fort en neige. Après avoir découvert le ski, la fondue et le chocolat, Miguel, toujours aussi amoureux de sa Suissesse Charlotte, a décidé de s'installer définitivement en Suisse. Découvrez la 2e saison de Bienvenue chez nous avec cette année la participation exceptionnelle de célébrités romandes. Tous les mercredis sur Léman Bleu à partir de 19h30 et en multidiffusion la semaine. Mon amour, t'as pas vu mes chaussettes de Zorro? Bienvenue chez nous avec... Bienvenue chez nous vous est présenté par Allegro. À voir absolument. Génération Champion avec les 4 vallées, votre domaine fort en neige. Voilà, suite de ce Génération Champion où nous sommes toujours bien évidemment en compagnie de nos 5 invités, Géraldine Fasnacht, Aurélien Ducrot, Dominique Perret, Estelle Ballet et Nicolas Holwood. Et on parle aujourd'hui de freeride. Alors après avoir parcouru déjà un tout petit peu en première partie de cette émission les possibilités d'arriver finalement à être un champion. On a parlé école, on a parlé études. Peut-être parler d'une école de freeride qui existerait. Comment est-ce qu'on arrive à être un freerider? Est-ce qu'il existe des écoles où c'est un petit peu être formé sur le tas, trouver comme ça quelqu'un qui est meilleur que soi et puis s'accrocher, un peu comme peut-être l'a fait avec Estelle? Ça s'apprend le freeride ou pas? Oui, tout s'apprend, je pense, et c'est vraiment en train de se structurer justement en ce moment. On voit de plus en plus de... Nous, on a commencé entre guillemets assez tard tous. Enfin, moi, j'ai commencé le freeride, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, les jeunes commencent très très tôt. On voit les écoles de ski qui commencent à donner des cours de freeride. Le Freeride World Tour, justement, le Freeride World Tour a développé le Freeride World Tour Club, qui est destiné aux écoles de ski, qui est un package de comment apprendre le freeride, justement pour les jeunes. Donc tout ça se développe de plus en plus.
Et c'est important parce que c'est pas toujours simple de se mettre au freeride. Moi, j'ai eu la chance de venir d'une famille de guides, d'avoir passé du temps en montagne, d'avoir pu avoir l'expérience de mon père et pour l'appréhension de la montagne et ainsi de suite, tous les risques qui sont autour, toutes les règles qui y a autour de freeride. Donc voilà, créer toutes ces structures justement et c'est important et c'est vraiment en train de bien se développer. Je crois qu'il y a aussi un truc qui est très difficile avec ce genre de sport. C'est que d'une part, il y a tout le côté technique, que ce soit du snowboard ou du ski, c'est-à-dire de maîtriser l'outil. Ça prend déjà un paquet d'années. On l'a vu tous, souvent on vient plutôt de la compétition, on a fait nos gammes, on fait déjà comme ça. Et puis après, le plus difficile à faire, c'est la montagne. Et ça, c'est un apprentissage qui est très long. Très long. Et qui est très long et surtout qui est terriblement dur parce qu'il pardonne pas. Je veux dire, la moindre erreur coûte très cher. Et c'est là où, alors oui, on va avoir des générations de très jeunes, très bons skieurs techniques, mais malgré tout, le temps d'apprendre, d'appréhender la montagne, de pas brûler les étapes et tout, ça, c'est un métier d'une vie, je veux dire, c'est vraiment très long. Et c'est là où je pense qu'il faudra, où ce sera le plus dur, c'est en guillemets, de freiner les gens qui auront un bagage technique excellent, qui se croient peut-être invincibles ou très forts techniquement, mais qui n'ont pas cette connaissance de fond que des guides vont donner, que en fait le partage entre eux. Et c'est peut-être là qu'il y a une énorme difficulté, c'est l'apprentissage de la montagne. Et ça prend une vie. Et le pire, c'est la sanction, qui est souvent terrible. Je veux dire, la moindre erreur, on la paye, ça peut être la mort, ça peut être des choses terribles. Donc c'est là vraiment, il y a une énorme difficulté, c'est de retenir et de freiner, de pouvoir revenir le lendemain, la semaine d'après ou l'année suivante. Donc là, je vois vraiment... Là, vous sensibilisez évidemment les jeunes compétiteurs à ce que vient de nous dire Dominique. Hein, pas seulement les jeunes compétiteurs, parce que comme l'a dit Dominique, et on n'est pas les deux, on a des enfants qui ont 19 et 16 maintenant. Voilà, qui avant d'avoir 10 ans commencent à sauter des cailloux et qui ne cherchent plus que le caillou à sauter et le bout de poudreuse à aller rider. Donc on a une responsabilité en tant qu'organisateur d'un tour mondial comme ça. Et la partie sécurité est la partie première fondamentale. Alors, il y a certains parents qui vont me dire, mais vous êtes inconscient, vous les envoyez à l'échafaud. Donc il y a deux options quand on nous dit ça. C'est soit de dire, on interdit et on occulte, ou alors on prend le taureau par les cornes et on fait au mieux. Et de faire au mieux n'est pas facile, comme l'a dit Dominique. Maintenant, l'éducation, la sensibilisation sera toujours à nos yeux le seul moyen et le meilleur moyen. Et le fait d'être en montagne, d'ensuite parler des accidents qui ont lieu, du pourquoi, de comment est-ce que ça aurait pu être évité, de comment est-ce que ça aurait éventuellement pu être mieux géré sur place lors d'un accident, sont des choses qu'il faut vraiment mettre sur la table et en parler ouvertement. Maintenant, la montagne n'est pas une science exacte. On travaille avec des guides pour certains qui ont une expérience énorme et qui encore récemment nous disent là j'ai été surpris que ça parte. Donc c'est un milieu dur, on le voit à Chamonix et à Zermatt qui ont une longue culture de la montagne, que ce soit l'alpinisme ou le ski. Des gens disparaissent, mais la vie continue et la passion est assez forte pour que, pour la grande partie des gens, ça reste raisonnable de se dire je ne vais pas arrêter de faire du freeride, mais je vais le faire le mieux possible. J'aimerais juste rajouter aussi quelque chose rapidement, c'est que par expérience, ce que je vois, et même si on regarde un petit peu les chiffres, des accidents, des avalanches, etc., c'est rarement le jeune freerider qu'on décrit complètement fou, qui fait n'importe quoi. Je me rends compte que les jeunes et très jeunes ont encore peur. Ils ont une crainte et ils sont encore à regarder, à se dire j'y vais pas. La tranche d'âge qui a le plus d'accidents et que vraiment, encore une fois, par expérience, que je vois qui agit d'une manière complètement stupide, sont des gens plutôt de ma génération, 35-50 ans. Souvent des gens qui ont au pouvoir d'achat, des gens qui, dans la vie de tous les jours, sont décisionnaires, qui savent ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et c'est souvent le genre de gens qui se mettent dans des situations difficiles, qui auront plus l'humilité de se dire « Ah, là, je suis pas terrible, qu'est-ce que je dois faire ?»
Et je trouve que l'image, ou souvent le procès qu'on fait aux freeriders habillés en fluo qui sautent les rochers, est pas forcément la bonne cible. Et là aussi, il faut un petit peu recadrer. De nouveau, c'est une question d'humilité. Un jeune est encore très humble, souvent, alors que plus on vieillit, plus on se sent sûr de soi, on connaît, on l'a déjà fait. Et c'est là où il y a le danger qui arrive. Un petit mot qui est intéressant, les statistiques du club alpin suisse, que tout le monde va reconnaître. Il n'y a pas plus de décès aujourd'hui dans les Alpes en Suisse qu'il y a 20 ans. Et leur première explication, c'est qu'aujourd'hui, il y a une éducation qui est meilleure qu'il y a 20 ans, il y a un matériel qui est meilleur qu'il y a 20 ans, et surtout, il y a des gens qui savent, quand quelqu'un est recouvert, ressortir la personne qui est recouverte assez vite pour qu'elle ait des chances de survie, c'est-à-dire dans les 15 premières minutes au plus. Et là aussi, on a des moyens aujourd'hui, évidemment, qui sont différents d'il y a 20 ans. Alors qu'il y a à peu près 10 fois plus de gens en piste qu'il y a 20 ans. C'est ça. Donc, oui, il y a encore des risques, et c'est plus risqué que beaucoup d'autres sports, mais il y a de l'espoir. Et les connaissances augmentent. Là, il y a un niveau, là je rebondis vite, il y a un niveau de connaissance aujourd'hui de pratiquants qui a explosé. À l'époque, en tant que professionnel, quand on faisait des films, des expédients, machin, il n'y avait pas d'arva, ça existait à peine. On partait, pas de sac à dos, pas de pelle, il n'y a rien du tout. Et c'était justement sur l'expérience des guides et tout ça, on disait on n'y va pas, on fait attention à tout ça. Ça a énormément changé. Et ça, c'est vraiment un bien. Ça, c'est vraiment un bien. Estelle, on parle un petit peu des dangers finalement de ce sport. Quand on est une jeune freerideuse, justement, est-ce que quand on est en haut, au sommet, quand vous allez être dans quelques jours au sommet du bec des Rosses, là on est comment on gère son stress, son appréhension, comment Enfin, faudrait peut-être que tu reviennes. Faudrait peut-être revenir après, ce serait plus intelligent. Mais comment est-ce que tu penses que tu vas gérer? Voilà, c'est ça la bonne question. Gérer le stress... J'espère qu'il n'y aura pas de stress. Il n'y en aura aucun. Non. Tu le sais, maintenant. Comment ça se travaille, ça, Géraldine? Qu'est-ce qu'on dit à une jeune freerideuse comme ça avant de s'embarquer? C'est quoi la bonne formule pour essayer d'arriver sur la longueur, je dirais? C'est réussir à comprendre pourquoi le stress déjà et pourquoi il y a certaines compétitions où ça va très bien, et comprendre aussi pourquoi ça va très bien dans ces moments-là, et puis après essayer d'adapter pour qu'elle soit à chaque fois bien. Et je crois que là, les 2 dernières, c'était génial. Et pourtant, c'était à la maison. Donc souvent, quand elle est proche de la maison, ça va pas. Et là, les 2 dernières, c'était à Chandolin, à Nanda. Elle est arrivée, elle a super bien ridé. T'as pas stressé, il me semble. On a un réel plaisir, expliquez-moi, on a un réel plaisir durant la descente, où le plaisir il est plutôt après, ou pendant, on est comment? Pendant. Je me suis toujours demandé si il est après. Enfin, mais pendant, on est comment? On est complètement dans son truc, on doit être, Aurélia, hyper concentré. Oui, on est hyper concentré, ça c'est clair. Après, je pense qu'il y a des satisfactions dans le run. Au moment du run. Enfin, moi, je sais qu'il y a des moments où vous dites, tiens, ça c'est alors là, je me permets d'intervenir, mais j'espère pour eux. Parce que, alors, pour moi, en tant que... Non, mais pour eux, j'espère. Mais bien sûr que tu l'as en bas du run, tu exploses parce que tu as réussi exactement ce que tu voulais faire. Mais oui, même pendant le run. Mais bon, c'est pareil, quand tu es dans un run de compétition, entre guillemets, il faut gérer les émotions. Et il faut gérer les émotions du début à la fin. En bas, tu peux exploser, mais pendant le run, il ne faut pas. Et donc, en fait, c'est un petit peu... Naturellement, tu bloques un petit peu ces émotions pour rester concentré. Et là aussi, il y a quand même des... Oui, bien sûr. Parce qu'on peut, si on se lâche, parce que tu as la concentration. Et ça aussi, effectivement, avec les années, ça se gère. C'est l'expérience. Une fois qu'on a fait plusieurs fois, c'est clair que ça change tout. Dominique, vous voulez... Non, mais c'est ce que... Alors, gérer les émotions, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut pas du run se lâcher. Mais je veux dire, il y a un véritable plaisir pendant le run de se dire... Mais tout est juste. Quand ça marche bien, de se dire, mais c'est juste, c'est parfait. Je veux dire, c'est la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et de se dire, mais je vis pour ça. Je vis pour ça. Et c'est ces petits moments qu'on attrape comme ça dans ces descentes qui font qu'on va y passer sa vie, qu'on est prêt des fois à la risquer sur certains trucs. Parce que c'est tellement bon que c'est ça qu'on cherche. Dire ce moment d'apesanteur dans l'évier quand ça marche, c'est juste le bonheur. C'est le bonheur parfait. Donc j'espère que aussi en course, le compétiteur le ressente, et je pense que c'est nécessaire
pour bien skier une manche, il doit le ressentir. Je veux dire, s'il n'arrive pas à faire ressentir ce plaisir, il sera, en guillemets, j'imagine qu'il sera mal noté, quoi. Mais cette adrénaline, c'est ça qui vous tient tous, hein, parce que vous faites tous des sports. Bon, j'allais dire Géraldine, on n'en parle même pas. Elle ne fait pas un sport dit normal, puisque vous faites du best jump, du wingsuit. Du best jump, du wingsuit. On a l'impression que vous cherchez tout ce qu'il y a de plus. Allez. Non, du tout. Je cherchais vraiment un sport qui pouvait m'apporter autant d'émotions, autant de plaisir l'été que l'hiver. Et clairement, pour moi, le base jump et la wingsuit, donc ces grosses combinaisons qui nous font voler, où on cherche des lignes pour voler le long des arêtes, c'est exactement la même chose que le freeride. C'est de la glisse. Dans l'air et pas sur la neige. Et c'est super doux comme sport. Ça vous tente les deux, là, pendant qu'on y est, ou pas du tout? Pas du tout, moi je suis du bateau, ça va bien. Ah si, moi quand je vois Géraldine, honnêtement, c'est le sport aujourd'hui, le wingsuit, que je vois, qui me fait halluciner. C'est vraiment. Par contre, c'est de nouveau, c'est pas des sports où on dit tiens, UKID, je vais y aller, donc. Je pense qu'il y a une approche qui est, de nouveau, comme la montagne qui est très longue, où il faut vraiment passer à travers énormément de marches. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je suis prêt à recommencer un sport comme ça à zéro, parce qu'on ne peut pas le faire à moitié. Mais aujourd'hui, quand je vois ces images-là, pour moi, c'est le sport absolu, quoi. Nicolas, on va parler un peu d'argent. C'est parfois un sujet qui fâche un tout petit peu, mais pas un organisateur. Argent, sponsor, il en faut. Hein. Il y en a qui en prennent, il y en a qui doivent en chercher. Là aussi, par rapport au début peut-être du Freeride World Tour, aujourd'hui, on est dans quel contexte? Est-ce que d'abord vous bouclez la boucle, vous arrivez à équilibrer, enfin on peut l'imaginer si vous recommencez chaque année. Financièrement, c'est quelque chose qui tourne, qui vit? Financièrement, c'est quelque chose qui tourne et c'est une excellente nouvelle parce que dans le monde du sport et du marketing sportif aujourd'hui, il y a beaucoup de sports qui luttent. Aujourd'hui, le freeride a le vent en poupe. Beaucoup de marques de ski déjà, pour parler de l'industrie du ski, des marques très conservatrices et traditionnelles, autrichiennes, comme on a parlé Dominique, qui faisaient que de l'alpin. Aujourd'hui, elles ont toute une gamme freeride et elles commencent à vouloir être actives par le biais d'athlètes, par le biais d'événements dans ce monde-là. Donc c'est important. Les stations, il y a 3 ans, il y avait un événement freeride en Autriche. L'année prochaine, il y en aura 10. Donc c'est une progression qui est juste phénoménale. Aujourd'hui, les stations nous appellent en disant comment est-ce qu'on fait partie du Freeride World Qualifier, cette Ligue B. On aimerait commencer avec un 2 étoiles, on a une belle montagne, et puis à terme, on aimerait pouvoir postuler pour avoir une Coupe du Monde à la maison. Donc on sent vraiment qu'il y a un intérêt, et aussi du côté des produits de grande consommation, on a des partenaires avec qui maintenant on peut signer des contrats de longue durée. Donc au début, c'était des marques de boissons énergisantes qui ont fait le pas, avec des marques de montres assez avant-gardistes suisses. C'était un budget de 180 000 francs pour le premier extrême de Verbier. Et aujourd'hui, l'ensemble du World Tour, on parle d'un budget de 5,5 millions. Alors, ça peut paraître une énorme progression, mais elle a duré 18 ans. Donc il faut mettre les choses dans leur contexte. Combien de personnes, Nicolas, qui travaillent avec vous, hein, parce qu'on parle évidemment de vous, mais il y en a plein d'autres derrière. Oui. Ça, là aussi, hein, c'est certainement... Alors, on a une équipe de 12 personnes. Ça fait 8 ou 9 temps plein. Puis ensuite, on a 5 stagiaires qui nous rejoignent pour une période de 6 mois, d'octobre à mars. Sur place, c'est chaque fois des staffs, évidemment. Et sur place, y compris la prod TV qu'on a internalisée, c'est jusqu'à 200 personnes qui travaillent de 3 jours à 1 semaine, fois 6 étapes. Donc c'est une grosse machine, mais une machine qui... à 100%. Ah oui, c'est un boulot à 150%. Et l'été nous permet de préparer l'hiver, de vendre l'hiver suivant. Et puis maintenant, comme on en a parlé, il n'y a pas que les 6 étapes du World Tour, mais il y a aussi le qualifier, les juniors et les écoles avec le club. Bon, alors on s'en est aperçu, Nicolas trouve visiblement de l'argent, tant mieux, c'est bien, c'est pourvu que ça dure, comme on dit. Est-ce qu'on arrive à en gagner, par contre, de l'argent? Estelle, racontez-nous, lorsqu'on démarre comme ça, est-ce qu'on arrive à boucler un petit peu, le principal sponsor reste les parents, voilà, c'est souvent comme ça. Non, disons que maintenant, mes saisons coûtent beaucoup plus cher que ce qu'elles me rapportent. Après, bon, c'est ma première année, on peut pas non plus... Tu sais ce que coûte une saison, t'as idée?
Je sais pas, faut demander à papa. On peut peut-être lui téléphoner maintenant, mais ça va peut-être le mettre de mauvaise humeur. Ça coûte cher, Ça dépend le nombre Géraldine. d'étapes qu'elle fait au qualifier, mais chaque étape... Vu qu'elle les gagne toutes, ça allait vite qualifier. En fait, le problème, c'est que chaque étape du qualifier coûte entre 100 et 150 francs suisses. D'inscription, après il faut compter les déplacements, les hôtels, la vie là-bas. Et malheureusement, même si on fait des premières places chez les filles, on a rarement des gros budgets qui sont alloués par les étapes, donc c'est difficile de rentabiliser les événements. Alors, on a vu que l'organisateur avait le sourire, il est content, ça marche bien. Les skieurs, tout va bien. Dominique, en termes de film, ça commence à être un peu plus difficile. Là aussi, on sent le... Moi, je ne peux pas me plaindre, j'en ai fait ma vie, encore une fois. J'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai pu élever mes enfants, construire ma maison, j'ai pu vivre de ma passion. Aujourd'hui, ce qu'on voit, parce qu'il y a deux choses. Non, aujourd'hui, j'ai envie non. C'est encore mon... C'était l'anniversaire. Non, pas aujourd'hui. C'était en novembre. C'était en novembre. On aurait chanté. Non, pardon. Non, ce que je veux dire, voilà, sur une vie de freerider, oui, il y a deux choses qui se passent en ce moment. Tout le monde passe par une crise, je veux dire qu'on le veuille ou non, c'est clair, il y a énormément de marques, tous les sports sont touchés, réduisent leur budget dans tous les domaines. Et puis le ski, malgré tout, même si on est des passionnés, même si on aime ce sport et tout, le ski est en déclin. Je veux dire, la population des skieurs est en train de rétrécir, le marché rétrécit, on parle de réchauffement global, on le voit, c'est pas... Donc c'est sûr que c'est un sport qui est en train de rapetissir. Maintenant, le freeride, c'est vrai qu'heureusement qu'il est là en ce moment, parce que ça donne envie justement aux skieurs de venir et de pratiquer, mais il y a quand même une nette réduction des budgets. On le voit sur beaucoup de choses. Alors les événements tournent plutôt bien, parce qu'un événement, il aura lieu. On sait que c'est de telle date à telle date, on ne sait pas qui va gagner ou comment, mais l'événement aura lieu. Par contre, sur du sponsoring individuel, c'est plus difficile. Parce qu'il y a nettement de réduction de budget, c'est clair. C'est ce que je vois. Je vois pas mal de marques, quand je vois les contrats des athlètes, c'est plus pareil, quoi. Je veux dire, ça a clairement descendu. Pendant longtemps, il y a eu un film, on s'en rappelle bien. Tout à fait. Chaque année ici, pour présenter un film par année, ça a duré pendant... 26 films, 26 saisons, avec des vrais budgets. Ce que vous voulez dire, c'est que là, clairement, c'est... Et aujourd'hui, les budgets disponibles sont moindres. Donc, j'ai pas envie maintenant de tourner à la retirette et moins bien. Donc, c'est plutôt de dire, tiens, on le fait sur 2 ans ou sur 3 ans, des choses différentes. Mais clairement, oui, il y a une réduction du marché, des ventes, enfin, ça, c'est les chiffres. Aurélien, vous le sentez, ça aussi, vous, comme compétiteur, allez, comme double champion du monde, par exemple, ça c'est bien, ça aide un peu, ça, sur la carte de visite, on arrive à se vendre correctement? Oui, c'est sûr que d'avoir des titres, ça aide, clairement, c'est... Surtout qu'en plus, vous en aviez à un moment donné, donc ça aide encore plus. Voilà. Non, c'est sûr que ça aide. Après, je pense qu'on a quand même une grande chance dans le freeride, c'est qu'on est dans l'industrie globale du ski, dans la crise aujourd'hui, c'est que ça grandit encore. Et aujourd'hui, les marques sont quand même passionnées par ça, les gens sont passionnés par ça. On est regardé, on est vu, et donc je pense qu'on a quand même cette chance-là surtout. Donc voilà. Après, c'est pas un grand sport, on n'a jamais gagné. Des millions d'euros, loin de là, mais voilà, moi je vais pas m'en plaindre, j'ai eu une super belle carrière ces dernières années, j'ai eu la chance de rester fidèle, moi, et que mes partenaires me restent fidèles pendant longtemps, donc j'ai pu créer de vraies relations, et donc ce qui permet d'évoluer au fur et à mesure des années aussi, et d'aujourd'hui de m'en sortir correctement. Mais de toute façon, c'est un petit sport où il y a de plus en plus aussi il y a de plus en plus de compétiteurs, donc forcément la bagarre est de plus en plus dure. Mais je pense qu'on est dans une vraie bonne direction dans tous les cas. On va peut-être parler un petit peu de cet extrême de Verbier, qui est évidemment la dernière compétition de ce freeride World Tour, bientôt en vacances du reste, Nicolas, enfin pas tout à fait. Pourquoi est-ce que ce bec des roses, justement, cet extrême de Verbier présente toujours autant d'intérêt? On a l'impression qu'on attend que ça sur la saison finalement, qui est quand même assez longue, puisqu'il y a quoi? Il y a 5-6 événements. 6 étapes. On a commencé au Canada au mois de janvier, après on est allé à Chamonix, à Courmayeur, à Kirkwood, Lake Tahoe aux États-Unis. On était la semaine passée, avant-hier d'ailleurs, en Autriche, juste à côté de Kitzbühel à Fieberbrunn. Et puis la finale à Verbier. Pourquoi la finale à Verbier? Déjà, il y a eu 13
13 événements à Verbier avant que le premier World Tour existe. Donc il y a une question d'antériorité. Ensuite, il y a le fait que c'est de loin le plus gros budget. Pourquoi aussi l'antériorité, le fait que cette montagne est magique, le fait que le public, on a noté jusqu'à plus de 6000 spectateurs simultanément qui regardent Aurélien descendre. Puis ensuite, une station qui devient et qui est devenue une des plus grandes stations européennes et qui permet de générer du monde, des partenaires en intérêt. Je crois que tous ces facteurs ensemble font que aujourd'hui, certains riders sont sur le World Tour presque pour se qualifier pour Verbier. Et C'est quand ils ne clairement le la font plus pas... belle montagne du Tour. Et Estelle, ça va être la première fois. Qu'est-ce que ça représente, ça tu en rêves un petit peu quand on habite Vercors, on connaît bien Verbier. Pouvoir participer à cette extrême, c'est un rêve d'enfant, ouais. carrément. Ouais. Comme j'ai dit, ça faisait depuis toute petite que je regarde cette compète, que j'allais à Verbier pour la voir. Et tu connais déjà le Bec des Rosses, comme ça, tu as déjà eu l'occasion de... On l'a fait au début de la saison. Un bon coach, hein. Elle avait pressenti la wildcard. Exactement, elle avait pressenti. Non, du tout. C'est vrai que c'était son rêve. Et puis, il y a eu des superbes conditions à un moment où elle avait pas l'école. Et du coup, on a pu y aller. C'était super. J'avais l'école. Aurélien, ce Bec des Rosses, cette année. Moi, j'attends ça chaque année, moi. Comment est-ce que vous l'attendez cette année? Ah oui, mais je l'attends chaque année. C'est j'ai la chance d'y être depuis 2004 et d'avoir fait toutes les années depuis 2004. Et voilà, pour moi, c'est la plus belle montagne, c'est le plus bel événement. C'est aussi. C'est un chamoniard qui nous dit ça, hein, en plus. Bah oui, mais c'est sur les compétitions freeride qu'on a. Voilà, c'est la plus belle phase. C'est aussi une des phases qui moi me plaît le plus, qui me convient aussi très bien par rapport à mon style de ski, ainsi de suite, c'est l'accueil qu'on a par Verbier. T'as l'impression d'être attendu à Verbier. Et c'est loin d'être partout comme ça. Et donc c'est hyper plaisant en tant qu'athlète d'arriver à Verbier. Et donc oui, si j'aurais peut-être pas fait 10 ans sur le tour s'il n'y avait pas eu Verbier à la fin de chaque saison. Voilà, on est obligé, on aurait pu continuer encore de parler évidemment de freeride, hein, de ski, de snowboard pendant des heures. Merci beaucoup en tout cas à vous 5 d'être venus. Estelle, bonne chance pour ce freeride, cet extrême plutôt de Verbier. Bonne chance à vous pour l'organisation, Nicolas, des bonnes vacances déjà un petit peu. À très bientôt Dominique. Bonne chance également à Aurélien pour cet extrême. Et puis beaucoup de chance également à vous pour la suite, Géraldine. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite du sport Génération Champion, c'est le mois prochain. Excellente soirée à vous. À bientôt. Ciao. Génération Champion avec les 4 vallées, votre domaine